Bonjour à tous, Bonjour à tous. merci d'être présents pour ce webinaire sur l'identification du potentiel d'une idée. Du coup, je vais laisser, donc je suis accompagné de Quentin Delair, donc, qui est Digital Startup Manager, qui fait de l'accompagnement de startup, et de moi-même qui suis responsable de l'incubateur Imbotech. Donc, on vous remercie d'être présent et je laisse Quentin débuter la présentation. Ouais, on est très content de vous accueillir en plein appel à projet qui vient d'être lancé pour intégrer l'incubateur Imbotech. Du coup, concrètement, l'objet d'aujourd'hui, c'est de vérifier à travers le webinaire comment identifier le potentiel de mon idée, que vos conditions personnelles, votre situation personnelle, que vous avez les compétences pour exercer une activité donnée sur un marché que vous connaissez. C'est vraiment l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Du coup, tu peux passer les slides. Quelqu'un qui vient d'arriver. Hop, je vais rentrer. Excusez-moi. Du coup, tu peux passer. Du coup, il y a vraiment 3 points d'analyse qu'on a vraiment souhaité développer. Déjà, le premier point, c'est le porteur de projet. Le deuxième point, c'est son marché, le marché qu'il souhaite adresser. Et le troisième point, c'est l'activité souhaitée. Je peux passer. Voilà. Premier point sur le porteur de projet. Vraiment, déjà, la première chose à regarder, c'est l'environnement personnel. Si vous avez une compagne, un compagnon, est-ce qu'elle vous soutient dans votre démarche entrepreneuriale? C'est vraiment important d'avoir un environnement personnel direct qui vous soutient moralement, mais aussi financièrement. C'est aussi important vraiment de regarder au niveau personnel si vous avez des revenus, même s'ils sont faibles, combien de temps vous êtes capable de tenir avec les économies que vous avez de côté. Voilà. Deuxième point, c'est la légitimité de l'équipe. Donc concrètement, est-ce qu'il y a une adéquation entre le porteur de projet et le projet, ou entre l'équipe et le projet qui souhaite être développé? Si vous souhaitez lancer une fusée et que dans votre équipe, il n'y a pas d'ingénieurs qui sont capables de développer tout un système de lancement, d'études, etc., pour lancer une fusée, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment avoir en tête d'avoir une adéquation entre les porteurs, et si il manque ces compétences, aller les chercher et les intégrer à l'équipe. Ce qu'on peut vraiment aussi noter, c'est l'ambition personnelle. Faire le point là-dessus, est-ce que le but, c'est d'avoir une activité secondaire à votre activité principale, donc ce qui peut être un side project qui pourrait se développer en freelance, vraiment, et le but, c'est d'avoir un complément de revenu, ou ça peut être aussi d'avoir une activité d'indépendant, mais à temps plein, que ça devienne une activité principale, ou est-ce qu'il y a une vraie ambition de développement, recruter des personnes, lever des fonds et faire une startup qui va s'envoler. Voilà, c'est 3 situations très différentes et c'est important de faire le point sur son ambition personnelle. Ensuite, un 4e point vraiment qui nous semble notable, c'est l'intégration à l'écosystème. Est-ce que vous êtes entouré d'organismes d'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez des partenaires qui peuvent vous apporter une compétence technique? Est-ce que vous avez un réseau d'entrepreneurs? Est-ce que vous faites partie d'un réseau de business angels? Est-ce que vous êtes partie d'un réseau de business, d'une manière générale? On peut passer aux petits conseils que nous, on souhaiterait vraiment apporter aux porteurs de projet. Donc déjà, le premier point, c'est de s'assurer d'être soutenu par votre entourage. C'est eux qui vous soutiendront dans les moments difficiles. On sait que la vie d'entrepreneur est faite de hauts et de bas. Et du coup, ça vous évitera de baisser les bras aux premières difficultés. Vraiment faire le point sur les compétences que vous avez vous-même ou que vous avez intégrées à l'équipe, et aussi les faiblesses.
voilà, s'il y a des faiblesses identifiées, soit les travailler, se former, soit aller recruter, en tout cas intégrer d'une manière la plus optimum possible ces faiblesses au sein du projet. Entourez-vous de compétences dont vous manquez. Vraiment, ça, on ne le dira jamais assez. Mais nous, on le voit tous les jours, des porteurs de projets qui veulent développer une plateforme qui va concurrencer Facebook ou qui va concurrencer LinkedIn. Et au sein de l'équipe, aucune compétence en développement informatique. Donc, passer par un prestataire, c'est bien. Ça peut être une première étape. Mais il y a des vraies barrières, notamment financières. Il y a aussi des difficultés à avoir une bande passante suffisante pour développer un produit qui correspond vraiment à des besoins. Du coup, vraiment intégrer au maximum ces compétences au sein du projet. Et dernier point au niveau conseil, c'est faites-vous accompagner par une structure d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Pas forcément un incubateur. C'est vrai que nous, on a envie de vous dire candidatez à un Rambotech ou un incubateur. Mais il y en a de nombreuses. Hein. Il y a des structures d'entrepreneurs comme Réseau Entreprendre. Il y a des structures qui vont aider financièrement comme Ardan Initiative. Il y en a de nombreuses. En tout cas, le parcours entrepreneurial est très difficile. Même si aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main, en tout cas, vous avez l'impression d'avoir toutes les cartes en main. Toutes ces structures vous apporteront du réseau, seront des vrais facilitateurs pour vous faire gagner du temps, éviter certaines erreurs peut-être. Du coup, ça peut être qu'un plus, même si souvent dans la posture d'entrepreneur, on a la conviction de pouvoir tout faire soi-même, en tout cas certains. Une aide extérieure, même minime, est vraiment la bienvenue. Voilà, pour résumer un petit peu sur ce point du porteur de projet, on considère que l'équipe, c'est vraiment les fondations du projet. C'est l'équipe qui fera qu'aux difficultés rencontrées, on ne baissera pas les bras. Et du coup, c'est aussi une grande partie, une bonne partie de la faisabilité du projet. Ok. Merci Quentin. Du coup, la deuxième partie, c'est la partie marché. Donc, la première question à se poser, c'est vraiment à quelle cible est-ce que je vais m'adresser quand je fais un point sur mon projet. C'est quoi au final la cible que vous voulez adresser et essayer de déterminer quels sont leurs besoins en fait. Ce qui est vraiment important de faire, c'est de partir du besoin de ces futurs clients. Mais ce n'est pas des besoins qu'on va tirer du chapeau, qu'on va essayer de pressentir. Alors, essayer d'avoir une première intuition sur les besoins, c'est une première chose, c'est bien, il faut l'avoir. C'est comme ça qu'on peut déterminer déjà une première idée de projet. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a cette intuition, c'est d'essayer d'aller la confronter à son marché via la réalisation d'enquêtes terrain. Alors, d'abord quantitative pour essayer d'avoir des premières tendances, mais derrière, qualitative, c'est-à-dire avec des enquêtes qui sont des réunions, enfin des rendez-vous avec les clients pour pouvoir vraiment leur poser des questions sur leurs besoins au quotidien, sur les problématiques qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Et ensuite de réaliser un premier bilan de ces enquêtes pour valider ou invalider la présence réelle de besoins sur son marché. Et c'est vraiment ça qui est important d'identifier. S'il n'y a pas de besoin, ça ne sert à rien d'essayer de proposer une solution derrière. Donc, de base, ça ne sert à rien de continuer. Donc, si on fait le parallèle avec la question de ce webinaire, comment valider en fait le potentiel de mon idée? C'est déjà essayer de réaliser une première enquête terrain pour voir si il existe bien des besoins et si ma solution elle va être vraiment intéressante. Ensuite, c'est de se poser la question des solutions qui sont existantes sur le marché. Aujourd'hui, les clients que vous souhaitez adresser, forcément, on a identifié qu'ils avaient une problématique, mais concrètement, comment est-ce qu'ils font aujourd'hui pour essayer d'y répondre? Est-ce qu'il y a des solutions qui vont y répondre totalement, partiellement? Et donc ça, c'est vraiment une première analyse. Il faut vraiment essayer de se projeter dans leur manière de fonctionner, se dire quelles sont les solutions qui existent. Et donc ça, globalement, c'est ce qu'on appelle l'étude de désirabilité, savoir s'il y a des problématiques sur son marché.
Ensuite, ce qui est important de se poser comme question, c'est définir un petit peu son marché potentiel et surtout, quelle est sa taille? Est-ce que c'est un grand marché? Est-ce que c'est un marché vraiment de niche? Et ensuite, de savoir si c'est un marché qui est plutôt en croissance ou un marché qui a plutôt tendance à stagner ou vraiment en train de chuter, quoi. C'est un marché qui n'a pas beaucoup d'avenir. C'est vraiment important de se poser ces questions-là. Parce que si on est sur un marché de niche et qu'en plus c'est un marché qui est plutôt sur une tendance négative, peut-être que finalement c'est pas pertinent, c'est pas pertinent de se lancer sur une solution. Pareil, si on adresse un marché qui est vraiment microscopique, est-ce que ça vaut le coup de se lancer, de passer des jours et des jours à essayer de développer une solution pour, au final, une centaine de personnes sur le territoire national? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Voilà. Et ensuite, sur le marché, alors quelques conseils, quelques petites choses à éviter, c'est surtout de se dire, voilà, j'en ai parlé à ma famille, ils trouvent que l'idée, elle est vraiment géniale. Ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut éviter. Il faut aussi éviter, c'est d'être convaincu des besoins de ses clients, de ses futurs clients, sans leur avoir posé la question, parce qu'au final, c'est à eux de vous donner les réponses. Euh, Aussi, ce qu'on recommande d'éviter, c'est de présenter son projet à plein de personnes et d'attendre de voir un petit peu ce qu'ils pensent du projet. Alors, ça rejoint un petit peu le premier point, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à faire ça. Et première discussion, ils viennent présenter directement le projet. Euh, c'est pas forcément la bonne méthodologie si on veut être sûr que le besoin est existant sur son marché. Donc ça, on ne le recommande pas. Et dernier point, c'est tomber amoureux de son idée et vraiment rester bloqué sur une idée telle que vous l'avez préconçue dès le début et pas vouloir bouger. Et penser que vraiment c'est l'idée du siècle et que tout le monde va le vouloir. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que valider son besoin, c'est vraiment confirmer, avoir une première confirmation du potentiel de son idée et de dérisquer la suite, puisque une fois que vous avez validé le besoin, bah, vous pouvez commencer à prendre un petit peu plus de temps sur la réalisation de votre offre, commencer à dépenser potentiellement un petit peu d'argent. Et là, vous savez que vous travaillez dans le bon sens, ce qui parfois n'est pas le cas si les besoins n'ont pas été validés en amont. Donc ça, c'était vraiment le point sur le marché. Maintenant, Quentin va vous présenter la partie plutôt sur la conception du produit, qui est en fait la phase juste d'après la validation du besoin. Voilà, exactement. Une fois qu'on a fait vraiment le point sur le porteur de projet, qu'on connaît bien le marché, c'est vraiment le temps de se poser la question quelle fonctionnalité je souhaite développer pour mon produit ou pour mon service. Concrètement, c'est l'élaboration du cahier des charges. Il faut aussi se poser la question quelle est la valeur que je vais apporter, notamment à travers la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est une petite phrase choc qui clairement vous différencie des concurrents. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une liste des fonctionnalités, c'est une phrase qui marque les esprits. J'en ai noté deux que je trouvais sympas. Je pense à Uber Eats, un petit creux, vous êtes au bon endroit. Donc là, clairement, il cible le client en particulier qui, au moment de manger, n'a pas forcément de solution et eux, ils apportent la solution à n'importe quel moment, disponible partout. Airbnb, un autre exemple, vous ne savez pas où partir? Point d'interrogation, parfait. Donc, concrètement, si vous ne savez pas où partir en week-end, en vacances, etc., eux, grâce à leur solution, ils vous proposent une location, peu importe l'endroit. Quel est votre avantage concurrentiel? C'est vraiment une question prépondérante. En fait, très souvent, on a tendance à négliger les acteurs en place en se disant on va apporter une nouvelle fonctionnalité, on va apporter quelque chose de nouveau, mais il faut vraiment aller plus loin et se dire qu'est-ce qui va me différencier nettement de la concurrence. Ça, c'est valable pour une innovation,
comme les projets qu'on accompagne au sein de Rambotech, mais ça peut vraiment aussi être valable sur les secteurs plus traditionnels où ça peut vraiment apporter de la valeur, de se dire bah, je lance une activité de boulanger, qu'est-ce que je vais faire de différent de mon voisin. Ça va vraiment apporter de la valeur à vos clients. Première étape, ça peut être de réaliser un MVP qu'on appelle Minimum Viable Product. En fait, concrètement, qu'est-ce que c'est un MVP? C'est un premier produit qui est fonctionnel, mais avec un minimum de fonctionnalités. Avec la fonctionnalité ou les fonctionnalités principales qui sont ressorties de votre enquête terrain, qui vraiment permettent de tester votre idée, d'avoir des premiers bêta-testeurs, d'avoir vraiment une vraie confrontation entre votre produit et votre marché. Ça permet vraiment d'essuyer les plâtres, de dépenser le minimum d'argent, voire pas d'argent. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui existent pour développer les MVP. Si c'est des solutions numériques, ça va être du no-code. Il y a énormément de solutions grand public qui permettent, sans être développeur, de développer un MVP. Par contre, si c'est une solution qu'on va appeler en hard, qui peut être industrielle, qui peut être d'autres sujets, c'est vraiment réfléchir aux fonctionnalités minimum qui vous contrôlent le moins d'argent. Et du coup, ce MVP, il faut le tester auprès de votre panel cible. Donc vraiment, pour le segment de clientèle pour lequel vous avez trouvé un point de douleur le plus fort. Donc très souvent, on a identifié plusieurs segments. Ce MVP, il faudra le tester vraiment avec le segment de clientèle qui vous semble le plus impacté par ce point de douleur. Donc clairement, l'objectif, c'est de faire une étude de faisabilité et déjà de se mettre en action et de tester un premier produit le plus rapidement possible. Nos conseils par rapport à ce point de votre activité, c'est vraiment de dépenser le minimum d'argent tant que le MVP n'a pas été testé. Il n'y a pas forcément besoin de créer la société. Il n'y a pas forcément besoin de passer par un développeur. Il n'y a pas besoin forcément de passer des mois et des mois de réflexion, etc. Ce qu'il faut vraiment privilégier, c'est la mise en action et c'est de proposer un premier produit à son segment de clientèle cible. Les fonctionnalités doivent être validées. Donc, clairement, en fait, il faut que l'enquête terrain ait démontré que les fonctionnalités étaient essentielles. Et derrière, on a un petit témoignage qui sera présenté par Ecotique, qui vraiment pourra faire un retour d'expérience sur ce sujet-là. Votre proposition de valeur doit être claire, précise pour vous, mais du coup, elle doit vraiment être claire et précise pour vos clients potentiels. Nous, on vous incite vraiment à réaliser un minimum viable product, MVP, plutôt que faire appel à un prestat, une agence, plutôt qu'aller dans des grands développements de produits avec de la R&D, etc. Réfléchissez à une première étape, à un produit qui est développable tout de suite, maintenant, ou en tout cas à très court terme, pour ne pas perdre de temps, tester votre idée et derrière vraiment l'améliorer et rentrer dans un process de co-construction avec votre segment de clientèle. Ensuite, on peut vraiment aussi, peu importe le sujet, vous inciter à créer une landing page. Donc, une landing page, c'est quoi? C'est juste une page simple Internet avec votre proposition de valeur, un petit call to action, donc un petit bouton à cliquer qui peut être laisser votre email, demander à être contacté, précommandé. Et en fait, l'idée, clairement, c'est de voir si par rapport à votre activité, par rapport à la proposition de valeur que vous apportez, est-ce que déjà vous arrivez à collecter des données clients? Est-ce que vous avez à collecter des emails?
Et demain, ça sera vos potentiels clients. Donc déjà, c'est une base qui vous servira demain pour faire tester le MVP. Ça peut être des potentiels clients, clairement, et aussi des potentiels ambassadeurs demain, une fois que le produit sera développé. Vraiment, ça peut être une première mise en action très, très intéressante qui coûte 0 € ou presque rien. C'est juste une page Internet. Aujourd'hui, il y a même des solutions gratuites qui existent avec un bouton cliquable pour collecter de l'information. Ce qu'il faut comprendre, pour résumer, c'est que valider son offre, c'est la dérisquer. Vraiment, tout le process qu'on a essayé de vous développer, c'est pour dérisquer, prendre le moindre risque, qu'il soit financier ou autre. C'est un gain de temps à moyen terme. Et voilà, et du coup, c'est aussi une grande possibilité pour risquer de perdre de l'argent, de réduire les risques de perdre de l'argent. Si je peux ajouter, c'est que le fait de faire toute cette démarche-là, ça peut sembler un peu contraignant, un peu long parfois. Ça nécessite de se confronter à ses futurs clients. C'est jamais super simple et agréable des fois d'avoir des commentaires qui ne sont pas toujours ceux attendus. Mais ça permet vraiment de gagner du temps à moyen terme, puisque au final, tout ce qu'on a dérisqué avant, ça nous permet d'avancer dans le bon sens, plutôt que justement d'aller dans un sens qui n'est pas forcément le bon, y aller à fond, et puis se rendre compte, une fois qu'on a dépensé 20, 50 000 euros, de se rendre compte qu'au final, on ne répond pas aux besoins, aux attentes de nos clients. Donc au final, la solution, elle ne sert à rien. Ou que partiellement. Et qu'il faut de nouveaux développements qui vont recruter X dizaines de milliers d'euros. Exactement. Donc l'idée, c'est de gagner du temps à moyen terme grâce à toute cette démarche-là. Et donc, ça va dans le sens de valider ou pas si mon idée elle est pertinente et elle a du potentiel. Voilà. Du coup, ce qu'on vous propose maintenant, c'est un petit témoignage rapide. Donc, alors, c'est pas Yvan, mais c'est plutôt Eric de la société Ecotique qui est en incubation en Botech, qui va vous présenter un petit peu son parcours, le fait qu'il est passé d'une première idée, l'idée à l'entreprise qui existe aujourd'hui, connaître un petit peu son parcours et les problématiques qu'il a eues. Eric, si tu nous entends? Ouais. On te laisse te présenter. Ouais, c'est parti. Ça marche. Bonsoir à tous déjà. Donc, ouais, effectivement, le chemin a été semé d'embûches. Pour tout vous dire, aujourd'hui, la proposition de valeur d'Ecotique, c'est ensemble, redynamisons le petit commerce. Redynamisons ensemble le petit commerce. Et au départ, c'était plus Ecotique, une solution numérique pour les tickets de caisse écologiques, je crois. C'était quelque chose comme ça. Vous voyez qu'en gros, il y a deux mondes qui sont complètement différents. C'est au départ, on avait les tickets de caisse numériques et à la fin, l'idée de redynamiser le petit commerce. Donc en fait, comment ça s'est fait? Il y a un an de ça, quand on est entré à Rimbotech avec mes 3 autres collègues, eh bien, notre idée, c'était de produire vraiment des tickets de caisse numériques, donc de numériser, dématérialiser les tickets de caisse. Parce que notre problématique de base, on a fait un constat, c'est qu'il y avait trop de tickets de caisse qui étaient imprimés, ça engendrait une grande pollution. Et nous, l'objectif, c'était de proposer un système numérique permettant, avec une application et un boîtier, un objet connecté, un IoT, pour permettre la dématérialisation des tickets et recevoir les tickets sur l'application mobile. Donc, on est parti de là. Donc, on a confronté le projet à pas mal de jurys, on va dire, et même au sein de Rimbotech. On a constaté que les tickets dématérialisés, ce n'était pas suffisant pour vraiment monter un business autour. On s'est rendu compte petit à petit qu'il y avait aussi un autre besoin qui était la fidélisation client chez les petits commerces. Et on a intégré en fait cette partie-là à notre application. Donc, avec cette base-là, on a commencé à mesurer un peu le marché. Donc, il y a la phase théorique. Après, il y avait une phase un peu plus pratique sur le terrain. La phase théorique, c'est on va sur Internet, on a été sur le site de l'INSEE, d'autres sites dont je ne me souviens plus le nom, et on a commencé à voir
le nombre de petits commerces qu'il y avait dans notre secteur, etc. On a récolté plein d'informations pour voir si le marché était intéressant, si le marché évoluait bien, quelle était la tendance du marché. Et avec ces chiffres-là, on a pu remarquer qu'effectivement, le marché du petit commerce, enfin, de plus en plus de petits commerces qui rentrent, ce n'est pas un marché qui est forcément en décroissance. Et du coup, ça permet d'avoir voilà, des bonnes bases. Et petit à petit, on a aussi lancé des sondages auprès de particuliers et même des commerçants, des sondages dits quantitatifs, donc plus il y a la recherche de réponses, un nombre de réponses important. Et là, on a constaté les premières pains, comme on dit, ou les premières douleurs, les premiers problèmes des commerçants et des particuliers vis-à-vis du petit commerce. Donc, on avait la fidélisation, etc. Et du coup, à partir de ces bases-là, on a commencé à concevoir notre application. Mais avant de se lancer vraiment dans le il y a eu une phase très importante qui a été aussi les sondages qualitatifs auprès des commerçants. Donc là, comme on dit tout à l'heure, Jérémy et Quentin, c'était une phase vraiment de terrain où on a été chez les petits commerçants pour leur prendre des rendez-vous et faire des interviews au final pour recenser quels étaient vraiment leurs problèmes. Donc ça, c'était vraiment des sondages qui misaient sur le qualitatif avec beaucoup de données, parfois difficiles à trier, mais qui étaient très riches. Et à partir de tout ça, en fait, on s'est rendu compte que le ticket de caisse numérisé et la fidélisation client pour les petits commerces, c'était pas tant ça le problème. Et du coup, on a pivoté et on s'est rendu compte à travers tous ces résultats-là que le véritable problème, c'était plus la visibilité des petits commerces sur Internet et sur toutes les plateformes qui existent d'ores et déjà, que Facebook, Google Maps. Si vous regardez sur Google Maps, il y a beaucoup de petits commerces, par exemple, qui n'ont pas leurs données à jour, qui n'ont même pas forcément le bon nom et même les bons horaires. Et du coup, avec ces constats-là, ce type de constat-là, on a complètement réorienté, pas mal réorienté le projet en se focalisant sur l'aspect de la plateforme Écotique, une plateforme sur laquelle on pourra retrouver ces petits commerces facilement et qu'on propose aussi des jeux concours pour inciter les particuliers à venir consommer chez les petits commerces plutôt que sur Amazon ou dans les grandes surfaces. Donc voilà, il y a eu cette phase de sondage, d'interview des petits commerçants a été déterminante dans ce pivotage. Aujourd'hui, si on n'avait pas fait ce travail-là, on serait encore en train de s'emmêler les pinceaux et essayer de concevoir la solution de dématérialisation et ticket de caisse, alors qu'au final, ce n'est pas quelque chose qui était attendu par le marché, notamment par nos clients, qui sont les personnes qui feront vivre notre projet dans le futur. Et donc voilà, ça a été une phase déterminante. Et encore aujourd'hui, on vient seulement de se lancer vraiment dans de passage de clients, de testeurs, des commerçants testeurs à clients. Aujourd'hui, on en apprend encore sur les besoins des commerçants. Donc ça, c'est une phase qui reste continue. Il faut toujours continuer à apprendre de ses erreurs. Il faut être pragmatique. Quand on fait des sondages qualitatifs, notamment des interviews chez vos clients, il peut y avoir pas mal d'émotionnel qui peut ressortir. Et au fur et à mesure, il faut aussi apprendre à faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, entre les bonnes informations à piocher, des mauvaises informations, pour savoir qu'est-ce qui va faire progresser au mieux votre projet, quoi. Donc voilà. Ok. Là, s'il y a des questions. Merci. Ouais, peut-être s'il y a des questions, on peut laisser. Actuellement, si vous avez des questions pour Eric sur son parcours. Non. Okay, bah, c'était quand même assez clair. Quentin, je pense que tu as peut-être un point à rajouter, vu que c'est toi qui gère l'accompagnement. C'était très clair. Merci Eric. Moi, j'ai une petite question. C'était est-ce que justement cette confrontation terrain que tu as longuement évoquée, est-ce qu'elle était prévue? Est-ce que vous l'imaginez aussi longue au départ? Elle était prévue.
Elle était même, voilà, on a senti que c'était nécessaire à un moment donné de se confronter vraiment à nos clients. Et, est-ce qu'on pensait que ce serait aussi long? Non, au départ, on pensait pas que ce serait aussi long. On pensait pas que. euh, Combien il y a eu de clients rencontrés potentiels? Comment? Combien il y a eu de clients Ah, potentiels rencontrés? alors en sondage qualitatif, il y a eu une vingtaine, même plus 20-25 commerçants qui ont été interviewés avec des interviews d'environ 1 heure. Et ça s'est étalé un peu par le futur à force de travailler avec les commerçants qui, au final, avec qui on avait déjà beaucoup échangé et à force de co-concevoir en fait la solution avec eux, on continuait d'échanger sur notre projet et au final, c'est plus fait sur le long terme. On continuait à discuter de notre projet, des évolutions avec les commerçants et du coup, ils nous donnaient encore au fil de l'eau des conseils d'amélioration, etc. Donc en fait, c'est une phase d'interview et de sondage qui, encore aujourd'hui, va se prolonger parce qu'on a fait vraiment de ces commerçants-là, on a créé une vraie relation avec eux, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont vraiment intégrés dans le projet et c'est comme s'ils ils faisaient partie du projet aussi. Ok, bah écoute, on te remercie pour ton témoignage. Merci beaucoup, Eric. Mais de rien. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de repasser rapidement à la presse pour une petite conclusion. Voilà, qui reprend rapidement ce qu'on s'est dit, hein. Au final, c'est que ce qui est important, c'est d'analyser son marché, de réaliser des enquêtes, des tests terrain auprès des cibles, et que s'il n'y a pas vraiment de besoin, ça ne sert à rien de créer une solution. Comme le disait Eric, c'est que par exemple, au début, ils étaient sur le ticket dématérialisé, ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément le besoin le plus important. Donc, ils ont pivoté, ils ont proposé de nouvelles fonctionnalités qui répondent mieux aux besoins de leur cible. Et donc, vraiment, voilà, c'est de vous inciter à ça pour au final répondre à la question initiale qui était est-ce que mon idée a du potentiel? En fait, nous, on n'a pas la réponse à cette question. Les personnes qui ont la réponse, c'est vos cibles. Et au plus vous allez attendre pour aller les rencontrer, au plus de temps ça va mettre pour avoir les bonnes réponses. Donc, ce qu'on vous incite à faire, c'est d'aller les voir, vraiment leur poser des questions, vous intéresser à ce qu'ils font, à leurs problématiques, et ensuite de construire une solution avec eux, pour eux. Et ça, c'est la meilleure façon de procéder, en tout cas, pour vous lancer. Pour aller un petit peu plus loin, suite à ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est deux petites lectures. Donc, le MOM Test et le livre Lean Startup. En fait, le Lean Startup, hein, c'est au final, on vous a présenté une première ébauche du Lean Startup là, au final, au cours de ce webinaire. La méthode qui est suivie, c'est un petit résumé de la méthode Lean Startup. Donc, concrètement, voilà, vous pouvez aller lire ces deux livres si vous voulez aller un petit peu plus loin. Ça vous donnera un peu plus de méthodologie pour notamment les enquêtes et toute cette phase de test and learn pour valider votre idée. Voilà. Et puis, on arrive au bout du coup de ce webinaire. Pour rappel, hein, on est en phase d'appel à projet. Donc, si vous avez un projet et que vous souhaitez être accompagné, c'est le moment. N'hésitez pas à nous contacter. On va vous mettre sur la dernière slide après notre contact pour la suite. Voilà, Quentin, tu as peut-être un… J'irai même plus loin. Si vous n'avez pas forcément de projet, mais que vous connaissez des porteurs de projets potentiels qui pourraient être intéressés pour une incubation ou même pour avoir des informations, on sera vraiment ravis de répondre à leurs questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer nos coordonnées ou à nous donner leurs coordonnées. Voilà.